Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce et Lisa Loto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intégrer. On va ce matin parler de la situation des migrants en République dominicaine. Ça continue, les expulsions continuent. On estime à plus de 386 000 Haïtiens expulsés ou retournés volontairement dans leur pays du 1er janvier au 23 octobre 2024. Évidemment, il y a beaucoup de chiffres. Avec notre invité ce matin, on va essayer de se faire une idée exacte de la situation des migrants. Notre invitée est directrice d'OBMICA, l'Observatoire des migrants des Caraïbes, et ceci depuis 2009. Il s'agit de Madame Bridget Rodin, qui est avec nous comme invitée ce matin. L'OBMICA est un centre de recherche sur les dynamiques migratoires du pays, l'île et les Caraïbes insulaires et les diasporas. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Madame Bridget Rodin, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin et dans ce programme Le Point. Merci pour l'invitation. Merci encore une fois. Madame, j'ai parlé de l'organisation que vous dirigez, l'Observatoire Migrants des Caraïbes depuis 2009. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots le travail que vous faites? Oui, effectivement, c'est une belle question. Et on est né après une conférence binationale de haut niveau de 2007 entre les deux pays, Haïti et République dominicaine, où il y avait des débats sur tous les thèmes clés, commerce, migration, les frontières, sécurité et environnement. Et en essayant de voir comment est-ce qu'on peut faire un suivi à cette conférence, à part une publication, on s'est dit, voilà, ce que ce serait intéressant de faire, c'est un observatoire qui peut essayer de mesurer dans le temps comment ça se passe avec les dynamiques migratoires, surtout la migration haïtienne qui arrive en République dominicaine, mais dans le contexte de toutes les dynamiques qui affectent l'île, les Caraïbes insulaires et le diaspora. Ce qu'on essaie de faire, ce sont des recherches, socialiser les résultats des recherches avec l'idée qu'on peut essayer d'améliorer les politiques publiques où ils sont pas exactement en forme, ou les appliquer mieux, n'est-ce pas, avec le but de que les droits des migrants, leurs familles puissent être mieux respectés ici et dans tous les Caraïbes. Maintenant, à partir du travail que vous réalisez sur le terrain, partagez avec nous la situation réelle. Permettez-nous d'avoir une idée de la situation des migrants en République dominicaine à partir du travail de l'Observatoire. Oui, c'est une question qu'il faut poser en ce moment parce que je dirais qu'on n'a jamais été dans un moment tellement complexe. On connaît bien les relations entre les deux pays, la nécessité de main-d'œuvre d'Haïti, et on a un siècle de migration, n'est-ce pas, de Haïti jusqu'en République dominicaine. Et dans le temps, il y avait des accords entre les deux États, entre 52 jusqu'à 86. Mais avec la chute de Duvalier en Haïti, on a eu pendant un bon moment une série de migrations qui étaient plutôt irrégulières. Alors, et qui commencent à être non seulement dans la canne à sucre, mais dans toutes les niches de l'économie dominicaine. C'est à peine en 2004 qu'on a une nouvelle loi de migration qui remplace la loi de 39
qui a été fait 2 années après le massacre des Haïtiens et des Dominico-Haïtiens sur la frontière Haïti-République dominicaine. Mais le problème, c'est que la nouvelle loi de migration a été difficile de vraiment appliquer comme il faut. Et c'est à peine en 2014-2015 qu'on commence avec un programme de régularisation. Le problème qui se donne, c'est que si bien il y avait plus de 250 000 personnes avec un statut irrégulier qui ont appliqué pour le plan, ils ont essayé de renouveler le statut dans le temps, mais dans les faits, c'était très difficile et on arrive à un moment où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément un statut régulier. Mais en même temps, il faut se souvenir qu'en 2013, on a eu une sentence très importante du tribunal constitutionnel où ils ont essayé de dénationaliser plus de 130 000 personnes dominicaines d'ascendance haïtienne. Et les personnes n'ont pas pu avoir leur nationalité restituée en dépit d'une loi, la loi 169, qui est censée à le faire. Ça veut dire que dans nos jours, il y a pas mal de personnes qui sont sur le territoire dominicain qui n'ont pas vraiment les documents qui peuvent accréditer le statut, mais c'est surtout l'absence d'un État plus efficace pour vraiment donner les papiers comme il faut. Ça veut dire que depuis belle lurette, les Dominicains ont commencé à utiliser les détentions arbitraires, les déportations, les expulsions comme un mécanisme de contrôle migratoire. Et dans les dernières années, ça a eu deux types de problèmes très, très importants. D'une part, depuis l'année 2021, on a commencé à déporter les personnes, les catégories de personnes qui ne sont pas déportables selon la loi de migration et selon le protocole que la République dominicaine a avec Haïti depuis 1999, n'est-ce pas? Alors, quelles sont ces catégories de personnes? Ces catégories de personnes sont des femmes enceintes, les femmes allaitantes, ce sont les enfants, les garçons, et les filles, et les adolescents, et les personnes plus âgées. Mais selon les mêmes chiffres du gouvernement, on est en train de faire les expulsions, les déportations de ce type de personnes. Alors ça, c'est un point qui est très important. Deuxième point, c'est qu'on n'a jamais eu des déportations avec le volume de personnes qu'on a en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une déclaration individuelle comme il faut. Et c'est ça que le protocole entre les deux pays de 1999 a dit qu'il faut absolument faire. Il faut avoir un ordre individuel, il faut avoir la possibilité de respecter l'unité des familles, il faut ne pas faire les déportations à certaines heures, certains jours, mais dans les faits, il n'y a pas un respect pour tout ça, parce qu'on veut montrer avec la quantité de personnes qu'on est en train de traiter qu'on est efficace. Mais ce que se passe, c'est que dans les faits, la République dominicaine a besoin de main-d'œuvre d'Haïti. Alors, qu'est-ce que se passe en ce moment? Il y a deux secteurs qui commencent vraiment à hurler. D'une part, il y a les employés qui commencent à vraiment être très inquiets parce qu'ils savent que ce n'est pas seulement le souk, c'est le riz, ce sont les bananes organiques qui vont en Union européenne. Il y a tout type de choses qui ont à voir avec la construction et pour les endroits touristiques, entre autres. Il y a les femmes qui travaillent dans les maisons pour les autres familles. Alors, il y a vraiment, et on constate quand il y a ce processus, alors les employés ne sont pas contents
d'une part, et d'autre part, ce sont les églises, églises catholiques, églises évangéliques, tous les secteurs religieux et les secteurs de société civile qui commencent à être très, très préoccupés. Parce qu'on dit que dans la mesure qu'il y a un état de droit plus faible à cause de ce qu'on fait avec ces détentions arbitraires, ces déportations, les expulsions, et ça c'est très dangereux pour tout le monde parce que c'est une érosion de la démocratie. Et on dit que différent au moment antérieur quand on a fait des déportations et des expulsions, le moment où on se trouve en ce moment, tout le monde est conscient, c'est en Haïti, on est en train de normaliser la situation. Il y a une force de Kenya avec l'appui des Nations Unies qui essaie de mettre en ordre le pays pour pouvoir conduire aux élections avec le Conseil transitoire. Mais tous les systèmes au niveau international de droits humains ont appelé pour une trêve avec les déportations envers Haïti. Et parce qu'il n'y a pas de conditions pour le pays et pouvoir recevoir les personnes. Et je sais qu'en Haïti, on est en train d'être très sur le qui-vive. Je sais que les organisations, avec l'annonce du président Abinader, commencement octobre, ils ont calculé qu'on peut recevoir dans un laps de quelques petits mois avant la fin de l'année 130 000 personnes. C'est très difficile de recevoir. Et ces personnes, tout en tenant compte des autres situations et qui confrontent le pays en ce moment. Alors, pour toutes ces raisons, on comprend qu'on n'a jamais eu un moment de crise tellement important et en ce que sont les relations dominico-haïtiennes pour cette affaire migratoire et ce que les organisations de société civile, les organisations de biens veulent encourager, c'est un dialogue politique pour qu'on puisse arriver à une situation où il y a plus de respect des droits humains, où il y a plus de coordination entre les autorités d'un côté et de l'autre, qu'on peut avoir une intervention simple, par exemple, de commission mixte bilatérale dominico-haïtienne. Alors, c'est ça qu'il faut encourager en ce moment, parce que sinon, avec la situation qui est un peu d'ordre de contrôle, on peut arriver n'importe où. Le problème qui se pose également, c'est qu'on sait que selon la loi, c'est la responsabilité exclusive de DGM, de la Direction générale de migration, d'avoir le dernier mot et de vraiment mener à bon terme tout ce qui est à voir avec le contrôle migratoire. Mais dans les faits, c'est plutôt police, c'est plutôt force armée, c'est plutôt ministère public, c'est plutôt session, c'est la frontière, c'est plutôt les organismes qui sont censés être auxiliaires, qui sont en train de mener à terme avec, dans quelques moments, une petite intervention ou non de DGM. Alors, c'est très, très préoccupant parce que dans l'architecture, on est censé vraiment gérer cette affaire. Et on est d'accord que tout pays a le droit souverain de faire des déportations pour les personnes qui ont un statut légal, mais dans les faits, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Et on doit avoir une situation où les personnes puissent avoir une voie raisonnable pour avoir le statut normal dans le pays. Selon vous, est-ce que le gouvernement dominicain a une quelconque implication dans la violation des lois des migrants? Et vous pouvez répéter la question, excusez-moi? Est-ce que le gouvernement a une quelconque implication dans la violation des droits des migrants? Et oui, c'est une belle question. Je pense que ce qu'on a vu depuis l'année passée,
et l'année et avant, pendant les derniers 2 ans, c'est que on a utilisé ce thème migrant, ce thème anti-haïtien dans le processus électoral, n'est-ce pas? Même si on peut utiliser ça dans pas mal de pays, bon, on regarde comment on le fait maintenant aux États-Unis avec les élections que nous allons avoir dans très peu de temps. C'est quelque chose qui a été normalisé. Mais en République dominicaine, on n'a jamais utilisé ça. Donc, tous les partis ont fait, et vraiment, depuis les années 90 de 96, n'est-ce pas, où il y avait toute une campagne contre le candidat pour être président, c'est Francisco Peña Gómez. C'était un Dominicain d'ascendance haïtienne. Alors, on a fait vraiment beaucoup de dégâts avec, avec ce candidat qui n'était pas trop convenient pour le pays. Alors, depuis ce moment, on n'avait jamais instrumentalisé ça comme on fait en ce moment. Alors, c'est très préoccupant parce que on savait que le président allait être réélu, même sans utiliser l'affaire des migrants comme une diversion, comme une distraction de tout ce que ce sont les problèmes vrais du pays, de corruption et des services sociaux et tout. Et alors, ça, c'est une grande préoccupation. Une grande préoccupation également, c'est le fait que le discours officiel, c'est que vraiment c'est quelque chose qui est très difficile pour les services éducation et les services santé. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que au niveau de produits nationaux, les Haïtiens, on a les chiffres, ils font beaucoup de bien pour le pays. Et s'ils étaient censés être régularisés, ils peuvent avoir un accès normal à la sécurité sociale, un accès normal aux services. Alors, ce n'est pas un argument qui est trop convaincant selon nous. Alors, c'est difficile. On sait que tous les gouvernements dans tous les pays sont en train d'instrumentaliser cette chose. Mais on trouve qu'en République dominicaine, on est allé trop loin et dans le fait que les actions, les pratiques qu'on est en train de permettre n'ont rien à voir avec la législation nationale, avec les protocoles au niveau binational et avec les conventions au niveau international où la République dominicaine est bien impliquée. Et on peut se souvenir que la République dominicaine a un siège sur le Comité des droits humains des Nations Unies. Alors ça, c'est une grande responsabilité et ça doit être reflété dans les pratiques dans le pays. Il y a des gens qui pensent que la série de déportations ne se fait pas tout simplement sur une base de non-respect des principes de souveraineté du pays. On parle de déportation à partir d'un certain profilage raciste. Autrement dit, ça se fait sur la base de la couleur et non pas parce que vous êtes haïtien ou américain. Il y a des informations qui font état d'haïtiens ou encore d'américains d'origine haïtienne arrivés en République dominicaine qui ont été déportés. Est-ce que vous avez, de votre côté, observé, est-ce que l'Observatoire a recensé ce genre de cas aussi, a entendu parler de ce genre de cas? Exactement. Et ce qu'on constate, c'est que vraiment, il y a des profils et des personnes. Alors, les personnes plus noires et les personnes de peau plus foncée sont censées être vraiment plus affectées. Et il y avait même les personnes dans les bateaux
et les zones où on cultive le canne à sucre, qui se sentent presque comme des prisonnières. Et j'avais une personne qui était censée attendre des funérailles ici à Saint-Domingue, mais elle a envoyé un message en disant no podemos venir. Ustedes saben que no estamos libres. Elle a dit, tout en détenant ces papiers, que no podemos llegar. Ustedes saben que no, on ne peut pas arriver. Vous savez que nous ne sommes pas libres. Ça veut dire que les gens ont une sensation de ne pas avoir une circulation libre. Alors, en ce sens-là, c'est difficile parce que les razzias, ça peut être à n'importe quelle heure. Les autorités puissent entrer dans les maisons, les autorités puissent entrer dans les lieux de travail, les autorités puissent arrêter les personnes dans la rue, en route pour un hôpital, en route pour l'école. Et c'est l'Organisation nationale de migration d'Haïti avec l'OIM et ils ont fait des interviews avec les personnes qui ont été expulsées et ils ont vu comment ça se passe avec un processus tellement arbitraire que c'est difficile vraiment de dire qu'il y a un protocole qui était en train d'être respecté. On va observer la pause, Madame Ruding, Bridget Ruding. Au retour, j'essaierai de voir avec vous comment la société dominicaine réagit par rapport à cela. Nous savons aussi qu'il y a que ce genre de déportation fait l'affaire des ultranationalistes, mais tous les Dominicains ne sont pas des ultranationalistes. Ce ne sont pas tous les Dominicains qui haïssent, si je peux m'exprimer ainsi, des Haïtiens. Donc, avec vous, au retour, je vous demanderai de partager avec nous ce que vous constatez en termes de réaction de la société dominicaine par rapport aux ressortissants haïtiens. Cela se fera tout de suite après la pause et merci encore une fois d'avoir accepté d'être l'invité de Métropole aujourd'hui. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée ce matin, Madame Bridget Ruding, qui est directrice de l'Observatoire des migrants. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Madame Bridget Ruding est l'invitée de la rubrique Le Point. Avec notre invité, nous essayons de nous faire une idée de la situation réelle, de la situation des migrants, évidemment, en République dominicaine. Évidemment, les déportations de ressortissants haïtiens vers la République dominicaine ont une histoire, une longue histoire. On n'est pas prêt non plus d'oublier le massacre de Persil en 1934, où des milliers d'Haïtiens ont été tués. C'était sous le gouvernement de Rafael Trujillo. Les déportations se font de façon répétée et presque régulière, en violation systématique des lois en vigueur et des conventions aussi. Aujourd'hui, on se pose certaines questions, à savoir pourquoi cela se passe de cette manière, alors que nous sommes appelés à cohabiter, nous sommes appelés à vivre ensemble sur la même île. Est-ce que, selon vous, la société dominicaine n'a pas un mot à dire? Est-ce que le gouvernement dominicain répond seulement aux exigences des ultranationalistes, ou bien est-ce que c'est tout simplement une réponse aux promesses de campagne faites par le président Luis Abinader? Dites-nous, Madame Ruding. Et merci bien pour la question, c'est une belle question.
comme vous dites, depuis 1937, il y a eu des convulsions en ce qui concerne le traitement des Haïtiens, des Dominico-Haïtiens. On se souvient que sous Balaguer, 91, on avait un autre moment qui était très tense. On se souvient que 2005, il y avait un incident sur la frontière Atilio-Palma 2005 qui était très, très important. Et il y avait des moments après le enregistrement pour le plan 2014-2015 et maintenant on est dans un autre moment de beaucoup de tension. Je pense que la société civile des deux côtés de l'île ont fait beaucoup de travail pour essayer de changer la situation. On se souvient que les organisations de société civile des deux côtés ont mené depuis les années 90 à travers le système interaméricain de droits humains un cas très important sur les détentions et les déportations. Et c'est un cas qui a été décidé finalement dans le cours international des droits humains et des systèmes interaméricains. Et en 2014, n'est-ce pas? C'est le cas qui a pour nom Dominicains et Haïtiens expulsés contre l'État républicain dominicain. Et c'est-à-dire qu'ils ont constaté cette affaire également où les personnes qui ont été dénationalisées pouvaient être exposées à possible expulsion, etc. Alors, il y a une jurisprudence très, très importante sur comment il faut faire, ne pas faire les déportations. Et c'est quelque chose qui est très important, très costaud, et pour que les organisations de société civile des deux côtés puissent utiliser ça vraiment pour fonder leurs revendications en ce qui concerne les droits humains. Et alors, je pense que ça c'est un point très important. Et je pense qu'en ce moment, au niveau de République dominicaine, ce qu'on peut constater, c'est une préoccupation généralisée avec beaucoup des secteurs et qui vraiment sont en train de militer dans les droits humains. C'est pas seulement les défenseurs des droits des migrants et haïtiens et leurs descendants, ce sont tous les secteurs qui commencent à se mettre ensemble. On se souvient qu'en République dominicaine, la société civile a mené à bon terme en campagne pour avoir un 4% et pour l'éducation, selon le budget, et c'était un succès. On se souvient qu'il y avait les manifestations qu'on appelle Marcha Verde. C'était quelque chose qu'on a arrivé à faire pour essayer de vraiment combattre la corruption dans le pays. On sent qu'en ce moment, il y a des secteurs de société civile qui commencent à s'organiser pour essayer de voir comment on peut faire, pour mettre un point final à ce que sont les abus et essayer de voir quel peut être le chemin pour en sortir en avant. Alors, je pense que c'était très important dans le temps et ça continue à être important. Et les organisations de société civile des deux côtés, on se souvient que l'organisation GAR était fondée sous Balaguer, sous l'été 91, avec les déportations massives en ce moment. GAR continue à nos jours et c'est l'organisation qui travaille tout près avec les autorités en Haïti et pour assurer qu'on peut avoir les chiffres et les données est vraiment très, très, très important pour pouvoir combattre ce que c'est en train de penser. Alors, je pense qu'il y a un mouvement qui essaie de faire écouter sa voix. C'est pas trop facile, comme bien vous avez dit. Il y a une tendance en République dominicaine qui est très négative. C'est une tendance ultranationaliste où ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a plus de discours de haine, n'est-ce pas? Il y a plus de manifestations qui ont sur la base une discrimination ethno-raciale.
Les personnes qui sont membres de ce groupement ultranationalistes, Antigua Orden, et des autres groupes, ils ne sont pas trop grands, mais ils ont beaucoup d'influence dans les réseaux sociaux, beaucoup d'influence dans tous les moyens de communication. Alors, et c'est très important de voir comment on peut continuer à assurer qu'il y a une situation plus convenable en ce sens-là. Il y a en particulier, il y a des choses où on est vraiment très, très préoccupé. Et ça, c'est en ce qui concerne les droits, n'est-ce pas, des femmes haïtiennes. Parce que ça fait vers le fin de 2021 qu'on a commencé à mettre un tout petit peu de fin, de ne pas avoir tellement d'accès pour la santé publique en ce qui concerne les droits sexuels et reproductifs des femmes. Et pour nous, ça c'est vraiment c'est quelque chose qui est nouvel dans la forme que ça se fait. C'est comme si vraiment les ultranationalistes sont en train de surdimensionner ce qui s'appelle l'invasion pacifique, n'est-ce pas, de République dominicaine. Alors, on pense qu'il y a un gros morceau qui est à voir avec et voilà, les médias, avec tous les communicateurs sociaux. Et c'est dans ce sens-là qu'on pense que votre programme, Le Point, est important pour essayer de se lever de ce que se passe. Et sachant que la main-d'œuvre haïtienne aurait contribué dans une certaine mesure au développement de la République dominicaine, est-ce que ce genre de disposition gouvernementale ne va pas en pâtir, ne va pas... en fait, est-ce que ces dispositions-là n'ont pas d'effet sur l'industrie, sur les différentes industries dominicaines? Vous n'avez pas bien saisi. Vous n'avez pas bien saisi. Vous pouvez répéter la question. OK. Quand on sait que la main-d'œuvre haïtienne, une main-d'œuvre qu'on dit qui est à bon marché et qui était disponible et qui aurait même contribué au développement de la République dominicaine, est-ce que ce qui se passe là aujourd'hui ne va pas affecter le pays à un moment donné? Exact, exact. C'est ça où il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire. Il y a en ce moment, j'étais en train de lire le journal. Comme j'avais dit, je pense que ce sont tous les employés importants qui sont vraiment en train de dire que ça ne peut pas continuer. Il faut avoir une régularisation normale pour les travailleurs. Et par exemple, les employés des personnes qui sont en train de cultiver les bananes organiques qui vont en Europe, ils disent non, on a à peu près 14 000 travailleurs, il faut les régulariser. Parce que sinon, on va perdre notre marché, parce que c'est question de diligence qu'il faut faire, et respect des droits humains et tout. C'est la même chose pour le secteur souk. Il y a le Central Romana qui a été affecté par une prohibition de faire exporter le sucre aux États-Unis à cause de maltraitement, on dit ce qu'ils font envers les migrants. Il y a toute une industrie de tourisme qui a besoin, et le grand projet touristique sur la frontière sud a besoin de main-d'œuvre. Et il y a les rapports de l'Institut national de migration qui ont comptabilisé. On sait combien de personnes de main-d'œuvre il faut avoir. Et c'est pas question, comme quelques-uns disent, non, on peut avoir les travailleurs dominicains, on peut avoir la mécanisation. C'est pas comme ça. Mécanisation a ses limites, d'une part. Et d'autre part, les Dominicains, comme toutes les personnes dans tous les pays, vont sortir
à faire la construction dans les pays anglophones où c'est mieux et ils peuvent gagner mieux, ils vont essayer d'aller aux États-Unis et qu'on tue les personnes dans tous les pays Amérique latine et les Caraïbes. Et alors, je pense qu'il y a des arguments, comme vous dites, qui doivent mener à une situation plus rationnelle où on peut avoir le respect, où on peut avoir une situation où les personnes sont régularisées d'une façon soutenable et que les descendants ont le droit et respecter et comme il faut. Et alors, je pense que c'est intéressant comme la balance de force doit essayer de s'organiser pour qu'on puisse sortir d'une situation qui est un peu tense et on peut avoir une bonne résolution. Et bon, on dit toujours il faut avoir et traiter une crise comme une opportunité. Je pense que si on ne le fait pas maintenant, l'histoire ne va pas nous pardonner parce que c'est un moment où, et voilà, on a l'opportunité pour changer la situation et il faut essayer de voir comment ça peut se faire. Selon vous, Madame Roding, quelle devrait être la réaction ou la réponse de l'État haïtien? Oui, c'est une belle question. Je pense que comme l'État haïtien a fait dans des autres moments clés, il faut essayer d'entamer un dialogue au plus haut niveau. N'est-ce pas? Ça, c'est très important. On se souvient, et, par exemple, en 2000, quand il y avait ce qu'on appelle le massacre de Guayaquil, où il y avait un incident terrible sur la frontière, que en ce moment, le ministère des Affaires étrangères de Haïti est venu. On se souvient qu'en 2005, également, avec l'affaire d'Artillo Palma, on a eu une intervention très importante du ministère des Affaires étrangères et d'Haïti. Alors, on sait que dans les moments clés, que c'est très important d'avoir une visibilité, mais une visibilité dans un bon sens, où on cherche à trouver des passerelles où c'est possible d'avoir des discussions. Et on se souvient qu'avec la crise du canal de la frontière du Nord, que la commission mixte binationale avait essayé de commencer un dialogue qui n'était pas trop suivi, mais c'est le moment d'entamer le dialogue au plus haut niveau pour essayer de résoudre la crise actuelle, mais qui puisse servir pour trouver des solutions plus soutenables pour la longue durée. On pense aussi qu'il y a un projet dominicain jusque-là non avoué. On parle même de possibles provocations de la part des autorités dominicaines pour obliger ou bien pour porter les autorités haïtiennes à réagir. Comment vous comprenez comment vous comprenez justement cette réflexion? Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Il y a des gens qui pensent que les autorités dominicaines sont en train de provoquer. Elles font de la provocation pour porter les autorités haïtiennes à réagir. Comment vous comprenez cette réflexion? Oui, je pense que les autorités dominicaines n'ont pas trop pensé à où est-ce qu'ils peuvent arriver avec ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que de façon erronée, ils disent que voilà, c'est la communauté internationale qui doit s'en charger d'Haïti. Nous-mêmes, voilà, c'est pas tellement notre affaire. Mais ça, c'est pas une position qui est soutenable pour un pays voisin où il y a une frontière terrestre. Alors,
ce qui donne l'impression, c'est que les autorités sont en train de penser qu'ils peuvent influencer les gens à penser qu'ils ont le contrôle migratoire, qu'ils ont tout résolu, quand tout le monde est en train de voir que c'est un outil et pas efficace, cette affaire d'expulsion massive. Mais je pense que les autorités dominicaines n'avaient pas forcément en tête de faire une provocation. Je pense qu'ils ont fait des choses sans trop penser quels puissent être les résultats et que dans un moment donné, pour eux, ce sera un soulagement et avoir la possibilité de détente et un moment de dialogue avec l'État haïtien, parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas les ressources pour continuer à le faire. Et on peut voir que les mêmes personnes qui sont en train de déporter retournent le même jour. Et qu'il y a tellement de corruption avec le système, même le nouveau directeur de la Direction générale de migration a dit que c'est comme ça. Alors, si tout le monde est conscient qu'on est en train de gaspiller les ressources avec quelque chose qui n'est pas dans les intérêts ni d'un pays ni d'autre, on est censé vraiment à vraiment voir comment voilà, cet apprentissage puisse conduire à un dialogue qui puisse être une manière de résoudre la crise qu'on est en ce moment, mais de voir les solutions plus soutenables pour l'avenir. Est-ce que les autorités pensent aux répercussions que les déportations peuvent avoir sur l'économie dominicaine? Et oui, évidemment, c'est un grand fardeau pour l'économie dominicaine, mais on a l'impression que après tout le show qu'on a commencé à faire dans les premières semaines, que d'une façon ou autre, c'est un peu plus léger en ce moment. Mais ce que se passe, c'est que ça donne beaucoup de problèmes pour les employés, ça donne beaucoup de problèmes pour les travailleurs, mais on a l'impression que ça va passer. Parce que c'est pas, je fin de compte, dans les intérêts de l'État dominicain de causer tellement de problèmes pour l'économie. Mais ce que c'est intéressant, c'est qu'on constate vraiment comment c'est important pour l'économie dominicaine et les travailleurs haïtiens. Ça, c'est un constat et important qui a été souligné avec ce que se passe. Et tout le monde puisse maintenant apprécier, les personnes qui ne pouvaient pas le faire avant, et ce que c'est vraiment l'importance pour l'économie dominicaine. Je vous ai posé une question sur la réaction que le gouvernement haïtien devrait avoir. Maintenant, parlons des Haïtiens qui sont en République dominicaine. Avez-vous un conseil à leur donner, que cet Haïtien-là soit en situation régulière ou irrégulière, légale ou illégale? C'est quoi quels sont les conseils que vous pourriez donc, leur donner? Et oui, je pense qu'ils sont en train de s'organiser d'une façon ou autre. Il y a plusieurs organisations d'accompagnement qui sont en train d'essayer de faire une documentation sur ce que se passe. Ça c'est très important. Et je sais qu'il y a beaucoup des Haïtiens qui ont formé des groupes de WhatsApp, alors qui peuvent se communiquer rapidement sur où se trouvent les autorités qui sont en train de faire les razzias, qui sont en train de faire les détentions et tout ça. Alors, je pense qu'il y a ces groupes d'appui qui sont très importants dans ce moment. Et ces questions
de refaire un tout petit peu la confiance et la cohésion dans la société comme telle. Je pense que les personnes qui sont, voilà, les personnes normales en République dominicaine ont rien contre les personnes haïtiennes, travailleurs et leurs familles. Par contre, il y a toujours beaucoup de solidarité de classe entre les personnes qui sont dans une situation voilà, d'une certaine vulnérabilité. Alors, je pense que ce que les personnes qui sont visées par ces mesures doivent faire, c'est de chercher comment partager les informations pour qu'on puisse avoir les dossiers montrant où il y a les violations, et d'une part, et d'autre part, et voilà, et faire le point avec les organisations qui essaient de les accompagner pour mieux protéger les droits, et même dans une situation où c'est assez difficile. Je sais qu'au niveau de l'ambassade et les fonctionnaires consulaires qui sont en train voilà, de souligner et avec le compatriote tout ce que c'est nécessaire de souligner en ce qui concerne voilà, le respect de leurs droits. Mais le volume de tout ce qui se passe, c'est difficile voilà, de toucher tout le monde dans ces circonstances. Vous êtes, enfin, l'organisation ou encore l'observatoire dont vous êtes la directrice est basée en République dominicaine. En dénonçant les abus et les violations des droits des migrants, est-ce que Madame Bridget Wooding n'encourt aucun risque? Oui, non, c'est une belle question. Et ce que nous essayons de faire, c'est de maintenir un positionnement où on peut parler avec tout le monde et faire des recherches qui sont basées sur l'évidence qui est importante. Alors, ce sont nos publications basées sur les données que nous donnent les autorités. On a un livre qu'on sort chaque année où on le fait avec les données des autorités et on analyse les données, n'est-ce pas? Et on cherche les espaces pour dialoguer, pour discuter avec la société civile, avec les autorités, avec l'État. Et je pense que c'est ça et qui donne un peu l'importance à notre organisation. Il n'y a pas une autre organisation qui fait la même chose en ce qui concerne le dossier migration et le droit à la nationalité. Et en ce sens-là, je pense qu'on a gagné le respect de tout le monde et dans le temps. On va terminer avec cette question, Madame Rodine. Parlez-nous un peu de mots de ce que vous avez fait comme travail avec l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo vendredi sur le processus de rapatriement. On sait que vous avez animé un atelier. Quelles sont donc les personnes qui y avaient pris part et qu'est-ce qui en est sorti? Est-ce que je peux répondre pour vous? Oui, c'est une belle question. Et oui, depuis longtemps, on a eu des relations de travail, des ateliers de travail avec l'ambassade. Alors, on avait jugé ensemble que c'était un bon moment pour faire le point et ce que se passe dans le pays. Alors, c'était vraiment très bien passé. Ce qu'on a fait en commun, c'est de revoir un peu les différents points du protocole binational. On a vu les espaces où on peut essayer de continuer à renforcer. Et je pense que, fin de compte, l'ambassade, les fonctionnaires ont un rôle très important
quand la documentation de base des Haïtiens devient de plus en plus important, de voir comment faciliter tout ça. Et par exemple, dans un premier moment, pour le plan de régularisation, les autorités dominicaines n'avaient pas exigé un passeport, mais pour le renouvellement, les derniers renouvellements, ils avaient exigé un passeport, n'est-ce pas, haïtien? Alors, et les autorités, on a eu des difficultés après l'assassinat du président Maurice, n'est-ce pas? Mais on a l'impression qu'avec le conseil de transition, si on arrive à normaliser les choses, on arrive à avoir plus d'emphase sur la documentation pour les élections et tout ça, que ça peut avoir des retombées sur les nationaux de Haïti, les personnes d'Haïti qui ont besoin d'avoir de documents dans un délai raisonnable et je pense que l'ambassade, les fonctionnaires... Permettez, madame, que je salue votre courage. C'est quelque chose que je fais au nom de tous les Haïtiens, puisque vous dénoncez ce qui se passe ou encore les mauvais traitements infligés aux ressortissants haïtiens notamment. Pour ce travail que vous faites, je veux bien saluer votre courage, et ceci publiquement, et je le fais au nom de tous les Haïtiens. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin pour nous parler de la situation des migrants en République dominicaine. Merci bien pour l'invitation et que vous continuez à vraiment donner des informations sur cette situation qui est toujours préoccupante. Merci et à bientôt. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de ce matin avec Madame Bridget Roudin, qui est la directrice d'OBMICA. OBMICA, c'est l'Observatoire migrant des Caraïbes. L'Observatoire existe depuis 2009 et c'est un centre de recherche sur les dynamiques migratoires du pays, l'île et les Caraïbes insulaires et les diasporas. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce et Lisa Loto.